Bonjour tout le monde. Je suis très contente de présenter la première conférence dans le cycle de pathomorphologie générale. Je m'appelle Alex Bondarenko. Je suis professeur au département de anatomie pathologique, médecine légale. Donc, bienvenue dans la route de pathomorphologie. Notre voiture est préparée. Notre voiture, c'est notre département. Maintenant, je voudrais commencer avec la première conférence, Introduction à pathologie générale. Avant commençant la conférence, s'il vous plaît, écrire votre nom et prénom avec le numéro de votre groupe disant dans la chat vidéo. Donc, ça s'appelle dans la droite de l'écran. Donc, bon voyage. L'anatomie pathologique ou pathologie, c'est une discipline médicale qui étudie les lésions provoquées par les maladies ou associées à celles-ci sur les organes, tissus ou cellules. On utilise des techniques principalement fondées sur la morphologie macroscopique et macroscopique. L'origine du mot pathologie, c'est grec. Pathos, c'est-à-dire souffrance. Logia, c'est-à-dire étude de. Donc, c'est étude de souffrance. En fait, l'exacte définition du mot pathologie correcte, c'est quoi? C'est forme de QSM, d'accord. Donc, c'est quoi? A, un film d'horreur criminel. B, l'étude de la maladie. C, un groupe de musique. Ou D, progression prévue au réel de maladies particulières. 1, 2, 3. B, D. En fait, A et C, c'est correct aussi, mais c'est pas significant pour notre étude. Donc, l'étude de la maladie, la progression prévue en réalité des maladies particulières. En théorie, pathologie, c'est la branche de la médecine concernée par l'étude de la nature de la maladie et de ses causes, processus, développement et conséquences. En pratique, la spécialité médicale qui est fournie de services de microscopie et d'autres services de laboratoire. Par exemple, cytologie, histologie, clinicien. La démarche de l'anatomie pathologique est fondée sur une analyse sémiologique qui comparait les tissus normaux et les tissus pathologiques. Donc, la part principale de notre étude, c'est la comparaison des tissus normaux et des tissus pathologiques. Aussi, les comparaisons d'informations de pathomorphologie et d'informations de clinique. Donc, vous ici, les lésions sont confrontées à données cliniques, biologiques et d'imagerie. C'est la corrélation anatomoclinique qui est indispensable pour permettre une interprétation synthétique qui aboutit à un diagnostic certain, probable ou incertain. En fait, les lésions sont des altérations morphologiques des organes. Décelables par tout moyen d'observation. Celles-ci sont des signes de maladie en même titre que les symptômes cliniques. Elles peuvent être le résultat de l'agression qui a déclenché des maladies ou celui déclenché la maladie ou celui des réactions apparues à cours du déroulement du processus morbide. La lésion élémentaire correspond à l'altération morphologique d'une structure analysée isolément. L'association de différentes lésions élémentaires constitue un ensemble lésionnel.
Historiquement, hein, malgré des progrès isolés significatifs depuis la Renaissance, la médecine restait au XIXe siècle en France ainsi que dans de nombreux autres pays européens, tributaires de croyances permis des systèmes sociaux propices au progrès de connaissances médicales. La médecine, je dis, réservée à clair que continuer à être enseigné à l'université alors que la chirurgie en avait été écartée pendant le cycle par une faculté de médecine intransigeante. En moderne, le terme anatomie pathologique ou anatomie morbide sont apparus au développement progressif des sciences naturelles dans la médecine, dans la pathologie. Avec la grande personnalité Giovanni Battista Morgani, qui a développé des méthodes d'autopsie, Baron Karl von Rokitansky, qui établit une méthode de microscopie. Donc, le père de la pathologie moderne, Rodolphe Virchow, donc c'est un docteur allemand, et Loren Ackermann, c'est un docteur américain qui est un fondateur d'une pathologie chirurgicale moderne. En fait, la démarche de l'anatomie pathologique est fondée sur une analyse séminologique. Ok, d'accord. Il y a deux chapitres de pathologie moderne. Un autre cas, c'est la pathologie anatomique, qui examine microscopique, chimique, immunologique et moléculaire des organes, des tissus et du corps entier. Pathologie clinique analyse un laboratoire de fluides corporels et d'extraits de tissus à l'aide des outils de la chimie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la pathologie moléculaire. Donc, but de l'anatomie, pour cette raison, je préparais une blague qui peut-être peuvent expliquer un peu mieux l'interaction entre les spécialistes différents. Par exemple, imagine cette situation. 4 amis médecins décident de partir chasser pour le week-end. L'un est généraliste, le deuxième est radiologue, le troisième est chirurgien, le quatrième est anatomopathologiste. En entrant dans la forêt, ils croisent un garde-chasse qui les informe de l'existence d'un oiseau très rare qui vole en zigzag et crie « Quano, quano, quano ». Ils n'ont droit de tirer que le canard et n'aucun cas sur cette espèce protégée. À détour d'un chemin, un oiseau surgit d'une buisson de zigzagant et d'un piaf, quano, quano, quano. Le généraliste braque son fusil, mais hésitait. Oh, je ne suis pas sûr de moi. Je ne me souviens plus exactement de la description faite par le garde-chasse. Mais bon, ce oiseau vole comme un canard. Il ressemble à un canard. C'est sûrement un canard. Quand il s'est décidé à tirer, l'oiseau est déjà loin de les rate. Les amis poursuivent leur route quand un autre oiseau surgit d'une forêt en zigzagant et piaffant quano, quano, quano. L'interniste braque son fusil et réfléchit. Oh, ce volatile de vie de 4 degrés sur la gauche est 100 secondes chrono à 3 décibels inférieur à deux autres. L'oiseau est parti quand il s'est décidé à tirer. Une demi-heure après,
c'est à tout chirurgien d'apercevoir un oiseau est-il instamment de l'abattre? Il s'est tourné alors vers un anatomopathologiste et lui dit va le chercher et dis-moi qui c'est un canard. L'anatomopathologiste répond je vais vous revenir avec la conclusion la semaine prochaine. Donc, c'est particulièrement vrai parce que le but de l'étude pathologique, le premier but, c'est pour le diagnostic clinique, déterminer la cause de la maladie, étiologie, comprendre comment la maladie s'est développée, pathogénèse, comparaison de manifestations morphologiques et cliniques, diagnostic et prédiction des complications et des résultats. Ensuite, il y a un but post-mortel, c'est enquête post-mortem. Donc, c'est pour déterminer les facteurs ayant contribué à décès, aperçu approfondi de processus pathologiques, prévenir des décès à l'avenir. Aussi, l'estimation de la qualité des soins. La méthode d'étude pathomorphologique dépend du niveau d'organisation biologique. Par exemple, à niveau systémique, on utilise autopsie avec la nécropsie, c'est collection de échantillons de tissus différents. Par exemple, si on a une situation avec la pièce opératoire, on fait l'étude macroscopique. Après ça, il y a une procession de tissu, procession histologique et préparation de la lame microscopique. Donc, c'est la biopsie et observation de biopsie avec la microscopie optique. Ça s'appelle histologie. Microscopie optique qui s'appelle cytologie. Quelle différence? Quand on travaille avec le tissu, c'est histologie. Quand on travaille avec les cellules, l'extraction des cellules, c'est cytologie. Dans cette situation, il y a beaucoup de cellules séparées, pas ensemble comme en cas de pièce opératoire ou biopsie. Donc, des fois, on utilise beaucoup de méthodes immunologiques, puis les méthodes histogénétiques. C'est vraiment utile maintenant, c'est vraiment une méthode contemporaine parce que c'est possible d'identifier les précises localisations de certaines molécules, c'est les protéines ou en des. Donc, c'est vraiment utile maintenant, c'est vraiment contemporain. Des fois, mais vraiment rare, on peut utiliser la microscopie électronique et puis la microscopie de localisation photoactivée. Autopsie, c'est un examen approfondi d'un cadavre par dissection pour déterminer la cause de l'élément de décès pour évaluer toute maladie ou blessure pouvant être présentées. Il y a trois types d'autopsie. La première, c'est l'autopsie légale. L'autopsie légale, c'est le sujet de 4e année à notre université. La prochaine, c'est l'autopsie clinique. En fait, c'est l'autopsie pathologo-anatomique. C'est la même chose. Et l'autopsie anatomique, c'est pour l'étudiant, pour l'étudiante docteur. Mais il y a beaucoup de peintures qui montraient l'impression de
par exemple, comprendre la leçon d'anatomie de Dr. Tulp ou Henrik Simonet, l'anatomie d'un cœur. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant. Une biopsie est un test médical effectué par un chirurgien, un radiologue interventionnel ou un cardiologue interventionnel impliquant l'extraction des cellules ou des tissus d'échantillons pour examen afin de déterminer la présence ou l'étude d'une maladie. Il y a une biopsie excisionelle quand les chirurgiens excisent l'échantillon avec les lésions. Donc, c'est en même temps, c'est l'excision de lésions avec la mesure diagnostique. Par contre, la biopsie incisionnelle, c'est seulement la mesure diagnostique avec la biopsie centrale. Et la biopsie par aspiration d'aiguille, c'est la méthode pour obtenir la biopsie pour cytologie. Après la collection de tissus, par exemple après la biopsie ou après la chirurgie ou après la nécropsie, il faut préparer les tissus correctement. La première étape de préparation, c'est une fixation. Il faut fixer l'échantillon parce que avec les fixations, il peut arrêter tout le processus biochimique dans la cellule. On peut bloquer l'activité de lysosome. C'est vraiment important. Ensuite, on peut bloquer la prolifération de microbes. Généralement, on utilise la formaline, 10% de formaline. Après la fixation, il faut déhydrater d'échantillons. Donc, il faut directement épuiser l'eau dans la cellule avec l'alcool. Pourquoi c'est plus important? Parce que enfin, il faut infiltrer un échantillon avec le paraffine. Mais le paraffine, c'est une substance hydrophobe. Donc, il faut totalement épuiser l'eau dans la cellule parce que en cette situation, ce n'est pas possible d'infiltrer la cellule, le tissu avec le paraffine. Paraffine est plus utile parce que c'est possible de préparer un bloc de tissu avec le paraffine. C'est possible de faire cette paraffine solidifiée parce que à cette condition, c'est possible de couper le bloc paraffinisé, bloc de tissu paraffinisé, avec le microtome. Dissection de blocs paraffinisés, on peut faire avec le microtome et avec le couteau vraiment aigu. Donc, avec ce couteau, c'est possible de préparer une lame microscopique 3 ou 5 micromètres. Donc, mais ce n'est pas de fin d'histoire parce que après la dissection, il faut colorer.
le tissu, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas de couleur normalement. En exception, c'est l'hémoglobine, mais c'est seulement dans le sang. C'est une mélanine, mais c'est le tissu limité, par exemple le tissu cutané. Aussi un hémosidérine, mais c'est seulement pour certains tissus, mais pas tous les tissus, pas la situation totale. Donc, il faut colorer. Les tissus colorés fixés à formol sont les échantillons les plus fréquemment examinés pour l'étude histologique en microscope optique, c'est l'hématoxyline et éosine, H et E. Donc HE, c'est vraiment la plus fréquente méthode pour coloration. Notre coloration, méthode de coloration, c'est l'acide périodique Schiff-Pass, qui colorait les glucides, les molécules riches en glucides, d'une couleur magenta distinctive. Il est utilisé pour montrer un glycogène dans les cellules, le mucus dans les cellules et les tissus, puis aussi la membrane basale. Donc aussi il y a une visualisation de la membrane basale dans l'aérien, donc c'est l'apparatus glomérulaire. Avec cette méthode, il faut vérifier si toutes les choses sont normales ou non avec la membrane basale des glomérulus. C'est vraiment c'est une information vraiment importante. Autre méthode, c'est l'immunofluorescence ou technique immunohistochimique. Avec cette méthode, on peut vérifier la présence et en même temps de localisation de certaines molécules de protéines dans la cellule. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'avec cette méthode, on peut faire un diagnostic différentiel, par exemple des métastases avec localisation première inconnue. C'est la situation avec la patiente ici. Aussi, il y a une biopsie de node lymphotique. Donc, il y a beaucoup de cellules malignes. Donc, c'est un cancer. Mais laquelle cancer, laquelle origine de cette cancer, c'est inconnu. C'est vraiment important d'identifier l'origine de cette cancer parce que avec sans cette information, il n'y a pas de possibilité pour le traitement de cette tumeur. Donc, c'est quoi? C'est le métastase de carcinome ou c'est le métastase de mélanome ou c'est le lymphome de node lymphatique? Avec le hématoxyline éosine, c'est impossible de faire ce diagnostic différentiel. Mais quand on utilise l'anticorps contre les protéines CD45, c'est les protéines spécifiques pour le tissu lymphoïde, par exemple contre le lymphocyte. On peut visualiser la présence des lymphocytes ici, mais il y a beaucoup de lymphocytes qui les cellules malignes. Les cellules malignes ne montrent pas la présence de CD45.
45. Donc, conséquemment, ce n'est pas de lymphome, c'est une autre tumeur. Donc, on cherche le deuxième anticorps qu'on a utilisé ici, c'était EMA. EMA, c'est une protéine de tissu épithélial. Donc ici, l'anticorps contre EMA n'est pas réagi avec chaque cellule. Donc, ce n'est pas des cellules d'origine épithéliale, ce n'est pas des carcinomes. Mais il y a une réaction positive, expression positive de protéines S100. S100, c'est la protéine de tous les tissus d'origine épithéliale. Donc, neuroectodermal. Tissu neuroectodermal, c'est le tissu nerveux, c'est le tissu des mélanocytes. Donc, avec les protéines spécifiques contre le mélanocyte, on peut distinguer l'origine de cette tumeur. Finalement, c'est un mélanoma, métastase de mélanoma dans le node lymphatique. Une autre méthode qui est vraiment intéressante et vraiment utile, c'est une hybridation fluorescente in situ, chromogénique hybridation in situ. Ça utilise des colorants fluorescents en substrat homogène combinés avec des sondes nucléotidiques. La sonde nucléotidique, c'est comme une conséquence spécifique de certains gènes pour trouver cette gène, pour visualiser la présence de cette gène dans le noyau. Par exemple, ici, c'est un noyau normal d'une cellule épithéliale dans le cancer de mammal. Donc ici, donc dans le normal cellule épithéliale de la mammal, de glande mammale. Mais ici, c'est le cancer de glande mammaire. Voici une mutation d'un gène R2-neu. Donc, ce gène qui fait une prognose pour cette patiente. Donc, c'est vraiment important connaître la présence de cette mutation. Par exemple, il y a 3 points ici, 3 points rouges. C'est la présence de 3 gènes. Mais normalement, il faut avoir seulement les 2 gènes dans un noyau. Ici, c'est une mutation de cette gène. Donc, c'est une fluorescence in situ. Confocale microscopie, donc c'est la méthode de visualiser en 3 dimensions pour visualisation de la structure intracellulaire différente. Par exemple, ici, c'est le cytosquelette. La méthode de microscopie vitale, c'est ici. Avec le laser, on peut visualiser des cellules directement dans le tissu, sans collection d'échantillons, sans la biopsie, la méthode biopsie. Donc, directement, on peut introduire un microscope dans le tissu et visualiser les cellules. Mais vraiment,
Maintenant, c'est une méthode expérimentale parce qu'il y a beaucoup de complications avec ça. La pathologie digitale, les pathologies à distance, maintenant, c'est possible parce que on utilise beaucoup d'Internet, on utilise beaucoup de big data storage, on utilise beaucoup de les scanners précises pour la préparation de photos de l'âme microscopique en total. Donc, de total photo de cette lame microscopique sans, avec la grande résolution. Donc, c'est comme le futur de pathologie avec la microscopie vitale, avec l'utilisation de microdissection de laser, avec l'utilisation de pathologie à distance, une autre chose. Mais ici, c'est comme l'arrêt principal de notre route de pathologie. La première arrêt, c'est la lésion cellulaire. Après ça, on va discuter sur le sujet de dérangement circulatoire. Comme les conséquences de lésions cellulaires avec le dérangement circulatoire, on va continuer des discussions sur le sujet de pathologie générale avec l'inflammation, comme on répond contre lésions cellulaires. Aussi, on discutait beaucoup sur le sujet de processus immunopathologiques. C'est comme le cas d'inflammation spéciale. Après ça, on va discuter sur le sujet de cicatrisation, adaptation et âge de cellules. En fin de semestre, je vais préparer une conférence sur le sujet de tumeurs, et particulièrement sur le sujet de carcinogénèse. Ce sera vraiment intéressant, mais plus n'est pas facile pour vous. Normalement, je voudrais conseiller utiliser le livre classique pour préparation de notre classe, Robbins et Cochrane Pathologic Basis of Disease. Maintenant, c'est disponible en anglais seulement, mais aussi vous pouvez utiliser le livre que je vous donnais par WhatsApp. Donc, merci. C'est le premier chapitre de notre conférence aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais continuer avec la deuxième conférence. C'est sur le sujet de lésions cellulaires. Donc, le point clé de la conférence, lésions cellulaires et adaptation comme manifestation de bas de la réaction cellulaire à la violation de l'homéostasie. Dommages mortels et sublétaux, réversibles et irréversibles, facteurs causaux d'altération cellulaire, l'ischémie comme cause de la plus fréquente des dommages cellulaires, les principaux mécanismes de dégradation cellulaire. Les dommages aux cellules sublétales, l'œdème cellulaire, gonflement et la dégénérescence grasseuse
sont les principaux types morphologiques de lésions solaires réversibles. Aussi, s'il y en restait le temps pour notre conférence, je voudrais expliquer quelque chose sur le sujet de l'accumulation intracellulaire et la pertinence du terme dystrophie, exemple clinique d'économie, donc d'accumulation, excusez-moi. Si vous connaissez bien, dans la cellule, 4 systèmes sont particulièrement vulnérables à l'agression et liés entre eux le maintien de l'intégrité des membranes cellulaires, la respiration aérobie, la synthèse protéique et la préservation de l'intégrité de l'appareil génétique. L'homéostasie normale est assurée par les capacités d'adaptation cellulaire à des modifications physiologiques normales. Lorsque l'environnement cellulaire ou tissulaire est modifié par des exigences physiologiques plus importantes ou des circonstances pathologiques, il existe des possibilités d'adaptation cellulaire et tissulaire avec un nouvel équilibre préserve la viabilité des cellules et permettant leur fonctionnement dans ces nouveaux environnements. Une lésion est constituée par toute altération morphologique d'un élément vivant décelable par un quelconque moyen d'observation dans un viscère, un tissu, une cellule, une organité, un constituant moléculaire. Donc, elle présente la cause ou la conséquence d'un processus morbide. Donc, si vous comprenez bien, la cellule, la base, comprenez bien, la cellule est la base structurelle de l'organisme, ainsi la pathologie cellulaire est la base structurelle de la pathologie d'organisme. Encore une fois. Une lésion, les lésions sont observables à différentes échelles, à l'œil nu, pour les études macroscopiques en microscopie photonique, pour les études histologiques en microscopie électronique, pour les études ultrastructurelles. Entre la dégénérescence cellulaire et la mort cellulaire, il existe un point de non-retour. Ok, maintenant je voudrais expliquer quelque chose autre, c'est la réponse de la cellule à dommage. Ça dépend de deux choses importantes. La première, c'est le stimule nuisible, qui est déterminé par les façons, par durée et gravité de cette stimule. Une autre chose, c'est les cellules, les conditions, le niveau de métabolisme, le type de tissu, les capacités d'adaptation. C'est vraiment clair qu'il y a, par exemple, les neurones, la réponse des neurones de la cellule de dommage, la réponse de, par exemple, les cellules épithéliales, c'est la réponse différente. La réponse contre le même stimule nuisible. Les causes de lésions et donc potentiellement de la mort cellulaire sont multipliées. Par exemple, hypoxie, en particulier ischémie ou anoxie, si vous voulez. Agent physique, trauma mécanique, thermique, radiation, agents chimiques et médicamenteux, agents infectieux, virus, bactéries, champignons, parasites, réactions immunologiques,
Déséquilibre nutritionnel est une autre chose. Donc, la réponse cellulaire à une agression dépend du type de l'agression, de la durée et de la sévérité. Les conséquences sur la cellule dépendent de son type, de son état, de ses capacités d'adaptation. Donc, une lésion constituée par toute altération morphologique d'un élément vivant décelable par un quelconque moyen d'observation dans une viscérée, un tissu, une cellule, une granité, un constituant moléculaire. Elle représente la cause ou la conséquence d'un processus morbide. Les lésions sont observables à différentes échelles, que je vous déjà dire. Entre la dégénérescence cellulaire et la mort cellulaire, aussi, il existe un point de non-retour qui semble correspondre à deux modifications mitochondriales visibles en microscopie électronique. Donc, ça en répond de la question que vous avez me posée aujourd'hui, ce matin. Donc, c'est sur le point de non-retour. C'est survenu d'une dilatation brutale et grande amplitude de mitochondries avec l'apparition de densification matricielle mitochondriale. Donc, la mitochondre, c'est vraiment une place auquel il y a un développement de points de non-retour, de dommages irréversibles des cellules. Donc aussi, il y a la différence entre le dommage réversible et irréversible des cellules. L'épithélium des reines rénales, donc aussi c'est l'épithélium normal par le microscope optique et par le microscope électronique, c'est la présence de cellules normales, mais après le moyen niveau de ischémie, après le moyen niveau de hypoxie, il y a un dommage des cellules réversibles. Aussi, il y a le changement de part apicale des cellules. Aussi, il y a le changement de coloration, c'est eosinophilie. Aussi, il y a un gonflement de cellules avec la formation de cette ballon, c'est BLEBS, ça s'appelle BLEBS en anglais. Aussi, il y a un moyen gonflement de mitochondres, mais aussi sans aucune présence de vacuolisation des mitochondres. Donc, c'est aussi le bio est préservé ici, cette cellule. Donc, c'est le signe de dommage réversible de cellules de épithélium rénal. Ici, le signe morphologique de dommage irréversible. Vous pouvez trouver ici le gonflement sévère de mitochondres. Ce gonflement coïncide avec le vacuole ici. Donc, c'est la ligne rouge, la ligne rouge de non-retour. Ici, c'est le dommage de mitochondres. Aussi, il y a une perte d'intégrité de membrane des cellules, beaucoup de vacuoles, désintégration de cytoplasme. Aussi, il y a une condensation de chromatine dans le noyau. Donc, c'est la nécrose.
dommages irréversibles. Maintenant, je voudrais expliquer quelques mécanismes généraux d'endommagement des cellules. Quel que soit le facteur déclenchant, plusieurs mécanismes biochimiques sont possibles pour induire l'apparition d'une lésion cellulaire. Ce n'est que dans certains cas que la cible est parfaitement connue. Par exemple, certaines bactéries anaérobies comme Clostridium perfringens élaborent des phospholipases qui attaquent les phospholipides membranaires. C'est la première, le plus important dommage qu'on peut expliquer, c'est le dommage en mitochondre qui peut réaliser avec deux façons. La première façon, c'est déplétion en ATP, produite par phosphorylation oxydative normalement en glycolyse anaérobie. L'ATP intervient dans le transport membranaire, la synthèse protéique, la lipogénèse, les réactions de déacylation-réacylation. Ainsi, les cellules à activité glycolytique élevée, par exemple dans les hépatocytes ou dans les myocytes cardiaques, sont avantagées. Donc, une déplétion en ATP et une diminution de la synthèse sont induites par les agressions ischémiques et toxiques. La deuxième façon de dommage aux mitochondries, c'est accumulation d'oxygène et radicaux libres, fonds libres d'oxygène. La réduction de l'oxygène moléculaire peut induire la formation de dérivés oxygénés réactifs, susceptibles de provoquer des lésions. Un déséquilibre entre leur production et leur élimination aboutit à un stress oxydatif. Désolé. Donc, c'est ici une accumulation de reactive oxygen species. Donc, c'est ici ROS. Perte de l'homéostase du calcium, c'est un autre type de mécanisme d'endommagement des cellules. Perte de l'homéostasie du calcium dépend de l'ischémie. Certaines toxines provoquent une augmentation précoce de la concentration cytosolique du calcium qui entraîne une augmentation non spécifique de la perméabilité membranaire et une activation de certaines enzymes qui ont une action délétère comme des phospholipases, les ATPases, les endonucléases. Anomalie de la perméabilité membranaire. On atteint directe est possible par certaines toxines bactériennes, protéines virales, fractions lytiques, de compléments produits, les lymphocytes cytotoxiques, etc. Mais aussi l'augmentation de la perméabilité des membranes cellulaires fréquemment dépend aussi du niveau d'énergie. Donc, la réduction de l'ATP peut provoquer augmentation de la perméabilité des membranes cellulaires. Aussi, peut provoquer l'augmentation des niveaux de calcium
Euh, le dernier type de dommage, c'est le dommage à l'ADN et de nutrition des protéines. Euh, Ça peuvent être induits par une augmentation de calcium, un stress oxydatif, par exemple. Ça aussi, ça dépend de notre mécanisme. Donc ici, c'est comme la conclusion d'un quatre types d'un mécanisme d'endommagement des cellules. Ici, l'endommagement en mitochondrie, l'augmentation de calcium intracellulaire, avec les conséquences, le dommage des membranes cellulaires, aussi le membrane lysosomale et notre organelle membraneux, et aussi le dommage de protéines, dommage en ND. Donc, c'est la réponse de questions que vous, vous avez posées. C'est quoi le point de non-retour? C'est pourquoi l'ischémie de myocardium peut provoquer de dommages des cellules, de dommages de myocardiocytes irréversibles. C'est parce qu'il y a un dommage de mitochondres. Le dommage de mitochondres provoqué de accumulation de certaines protéines, par exemple cytochrome C, qui provoquait de apoptose. Apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Aussi, le dommage de mitochondres provoquait diminuer le niveau de ATP. Donc, c'est provoqué de conséquences mortelles de nécrose. Donc, aussi, c'est vraiment un point important pour le suivre de cellules, c'est mitochondres, parce que les mitochondres peuvent provoquer deux types de mort cellulaire, apoptose et nécrose. Dépendamment de sévérité et duration de durée de effet pathologique, par exemple, plus fréquence, ischémie, ou hypoxie ou anoxie, cette durée, ce niveau de effet pathologique peut provoquer de dommagement du mitochondre irréversible. En conséquence, endommagement des cellules irréversibles aussi. Aujourd'hui, je voudrais... Ah, ok. Les ions chimiques, c'est aussi un vraiment important point de notre conférence aujourd'hui. Je voudrais expliquer quelque chose. Vous devez comprendre que l'ischémie, c'est pas égal qu'anoxie ou hypoxie. On inclut en fait l'hypoxie, mais aussi les autres effets pathologiques. Par exemple, en même temps, l'ischémie, les ions ischémiques qui est provoquée avec, par exemple, des thromboses, occlusion d'artères, qui est normalement faire le supplément de tissu qui dépend de cette artère avec les nutriments, avec l'oxygène. Donc, en même temps de hypoxie, diminue d'oxygène, il y a le manque de nutriments. Aussi, il y a un effet toxique de produits métaboliques accumulés. Donc, ainsi, aussi, il y a beaucoup de conséquences. C'est
l'accumulation de natrium dans la cellule avec l'accumulation d'eau, en conséquence, engonflement de cellules, donc perte de glycogène, accumulation d'acide lactique avec le diminuement de pH qui peut faire de dénaturation de protéines, acides nucléiques. Aussi, il y a le arrêt de synthèse de protéines, donc les conséquences sont vraiment sérieuses ici. Donc, ça coupe avec les trois choses, avec les trois effets. Ce n'est pas seulement l'hypoxie, c'est l'ischémie. Lésions ischémiques, il y a trois niveaux différents, trois types différents de lésions ischémiques. Par exemple, l'ischémie modérée, c'est suppression de la phosphorylation oxydative avec la diminution de l'ATP, conséquemment arrêt de la pompe en natrium, afflux de natrium et d'eau, conséquemment gonflement réversible. Mais en cas de gonflement prononcé des mitochondries, il y a un afflux de calcium dans le cytoplasme avec violation de membrane de lysosome, des mitochondries de la membrane cellulaire, de mort des cellules est imminente. En cause par libération des cytochrones C, des membranes mitochondriales. Aussi, il y a une possibilité de lésion de réperfusion. Des fois, réperfusion, c'est vraiment bon parce qu'il y a un rétablissement du flux sanguin vers la région ischémique, mais si le rétablissement occurrait vraiment tard, il y a une possibilité de provocation de stress oxydatif par la libération de radicaux libres de leucocytes et des cellules endothéliales. En cette situation, il y a la multiplication d'effets pathologiques par ischémie. Donc, réperfusion, réperfusion occurrait vraiment tard, c'est pas très bon. C'est vraiment dommage critique qui est appliqué plus de lésions ischémiques, évidemment. La prochaine fois, je voudrais continuer avec la morphologie de nécrose et avec la morphologie d'accumulation intracellulaire. Merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez poser les questions, écrire les questions directement dans le commentaire de notre vidéo. Vous pouvez poser les questions directement dans le WhatsApp. Si vous voulez, il y a beaucoup d'options pour ça. Maintenant, n'oubliez pas d'enregistrer notre chat par écrire votre nom et votre numéro de votre groupe. Encore, merci beaucoup de votre attention. Passez une belle semaine. Bye bye.